Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode qui va être essentiellement consacré aux tâches. Avant cela, on va regarder les différentes fonctions que nous n'avons pas eu le temps de voir dans les épisodes précédents, ainsi que les nouveautés. Par exemple ici, dans l'écran d'accueil, vous constaterez qu'il y a une nouvelle section commentaires qui vous permet de voir toutes les nouveautés de KES Cloud, ainsi que de nous remonter en direct toutes vos réclamations, suggestions ou voire compliments sur notre solution. Donc très pratique pour suivre l'actualité en direct. Nous voici de retour dans l'interface principale où nous voyons justement une checklist en 8 étapes. Au niveau du curseur, on constate que nous en sommes à l'étape 6 sur 8, ce qui est normal puisque nous n'avons pas configuré la partie smartphone ainsi que la gestion des événements. Attardons-nous ensuite sur l'onglet surveillance qui nous permet tout simplement de voir d'un seul coup d'œil tous les incidents de sécurité que je pourrais avoir dans mon KES Cloud. Donc rassurez-vous, ici il s'agit de machines de test qui ont été arrêtées relativement longtemps. Mais ça nous permet de voir que l'information est pertinente. Passons ensuite sur l'onglet statistiques qui nous affiche ici sous forme de chiffres un état des lieux. Je vois ainsi que j'ai 3 machines enregistrées, 3 utilisateurs, 0 groupe. Je peux voir également que j'ai 2 profils de sécurité et différentes informations sur les paquets par exemple. L'onglet suivant, rapport, est une nouveauté de la version 7 avec la possibilité donc d'afficher de façon dynamique des rapports sur différents sujets. Par exemple ici les différentes versions des applications Kaspersky installées sur les postes et immédiatement de demander une exportation en PDF pour archivage ou pour l'envoyer à quelqu'un sous forme de mail par exemple. Donc on trouve ensuite événements et licences. Donc licences on en a déjà parlé, j'y reviens pas. Et les événements sont tout simplement les logs qu'on va retrouver un petit peu plus tard justement dans appareil. Alors justement, allons faire un tour dans cette section où on trouve des informations sur les ordinateurs et les smartphones protégés. Alors on y reviendra côté smartphone dans l'épisode suivant. Mais on peut voir ici que s'il y a un problème, il apparaît directement, notamment dans l'état de l'appareil, au niveau critique qu'on voit ici. Alors ici, justement, comme je vous l'ai dit, il s'agit de machines qui ont été arrêtées depuis longtemps, donc les erreurs sont normales. Et si on appuie en dessous, on peut également rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau des dates et heures de connexion, par exemple. Et ensuite, à droite, les fameux événements qui concernent ici que l'ordinateur en question. Ensuite, on constate évidemment que la quarantaine est ici vide, mais si elle se remplit, vous aurez la possibilité d'avoir des informations sur les malwares interceptés de façon détaillée, avec le chemin d'accès par exemple, voire de les restaurer ou de les supprimer directement. Dans la capture d'écran, dans les captures d'écran que j'affiche en ce moment à l'écran, vous constaterez sur la première qu'il existe 2 catégories, 3 catégories même, quarantaine, copie de sauvegarde et fichiers à traitement différé. Pour information, ce sont des notions un petit peu anciennes, puisque dans quarantaine, à l'époque, on y mettait les fichiers que l'on pensait pouvoir réparer. Voilà, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, puisque comme vous le savez, si vous nous suivez, nous détectons à peu près 300 000 variantes par 24 heures. Un petit mot par contre dans fichier non traité, puisque là il s'agit de fichiers qui ont été peut-être détectés sur un partage réseau par exemple qui serait accessible uniquement en lecture seule. Alors les plus perspicaces auront peut-être remarqué une originalité dans la capture d'écran que j'ai mis d'une quarantaine d'une autre console. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un fichier malware DLL, donc Windows, qui a été intercepté par un Mac, donc grâce à l'application Kaspersky Endpoint pour Mac, qui, comme vous le voyez ici, est capable d'intercepter des malwares Windows. Alors je passe très rapidement la partie paquet de distribution que nous avons déjà vu dans les épisodes précédents pour aller directement dans configuration, là où on va trouver pas mal d'informations intéressantes dans l'administration au quotidien. La première, c'est bien sûr toute la partie gestion des alertes. Donc on a la possibilité ici de rentrer un certain nombre d'emails qui seront automatiquement avertis sur des événements qui s'affichent à l'écran.
Donc si vous voulez par exemple ici, là, sur l'écran où je suis, recevoir un email chaque fois qu'un malware est intercepté sous Mac, il suffit de cocher la petite case qui va bien. Donc c'est clairement pour moi le meilleur outil de back-office, notamment si vous êtes partenaire en infogérance, puisque chaque fois qu'un événement se produit chez vos clients, vous recevez automatiquement un email de manière à traiter l'information. Intéressons-nous ensuite à quelque chose que vous connaissez peut-être sous l'appellation tâche dans Kaspersky Security Center. Ici on parle de paramètres, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que nous allons planifier, par exemple ici à l'écran, les paramètres de mise à jour des bases antivirales. Donc j'ai choisi ici par exemple de demander la mise à jour toutes les 2 heures de la base de signature de Kaspersky Endpoint Security ou de Kaspersky Endpoint for Mac. N'oubliez pas de cocher la petite case lancer des tâches non exécutées de manière à ce que un ordinateur qui démarre entre 2 tâches, donc entre 2 heures par exemple, puisse tout de suite bénéficier des tâches de cette tâche de mise à jour. Ensuite, on trouve classiquement la tâche d'analyse, qui permet de faire une analyse antivirale beaucoup plus poussée que la tâche temps réel. Donc celle-ci n'apporte pas de commentaires spécifiques, si ce n'est par contre de bien faire attention au niveau de la fonction qui permet d'analyser uniquement sur inactivité. En effet, c'est une tâche relativement gourmande en termes de ressources, et donc si vous cochez cette case-là, elle va se faire uniquement quand le screensaver est actif ou quand le clavier est verrouillé. Enfin, je vous invite à la programmer, par exemple, une fois par semaine, ce qui peut suffire pour ce type de tâche. Enfin, on terminera par vérifier plutôt 2 fois qu'une que le réseau communautaire est bien évidemment actif. Merci d'avoir suivi ce 4e épisode. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.